aux personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Je fais un peu de pub. Il nous reste encore 3 places pour le 12 avril, pour la session en full-time et pour la session part-time du 19 avril. Là, c'est une place, c'est pas à jour. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de product et tech culture, et spécifiquement de comment est-ce que quelqu'un au produit, donc ça vaut pour des product managers, ça vaut aussi pour des product marketing ou des product designers. Quelqu'un au produit, ça vaut pour tout le monde en réalité, même pour des cofondateurs. Comment quelqu'un au produit a besoin d'aborder la question de la collaboration avec des développeurs et aussi la question de qu'est-ce que je dois savoir pour être, côté technique, pour être meilleur product manager. On fera un webinaire très spécifique là-dessus dans quelques semaines, mais on va commencer un petit peu à creuser cette problématique et on va le faire ensemble. Donc, la question que je vais vous poser, là, initiale, et ça va être un webinaire participatif, donc je vais vous poser pas mal de questions. À chaque fois qu'il y aura une slide avec écrit Chatbox Time dessus, c'est que je vous demanderai de mettre votre avis et vos conseils dans la chatbox. Donc, première question, quel conseil, si vous aviez un conseil, quel conseil vous nous donneriez pour bien collaborer avec des software engineers? Deuxième question, au-delà de ce conseil, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Quel conseil pour bien travailler avec des développeurs et qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Alors, très rapidement, moi j'ai eu la chance de commencer dans le produit pendant mes études en atterrissant complètement par hasard dans une startup tech à San Francisco. Je suis rentré en France, j'étais product analyst chez White Truffle, première entreprise tech à avoir développé une plateforme de matching entre software engineers justement et recruteurs dans la vallée en se basant sur du machine learning. J'ai fini mes études, j'ai rejoint une première startup, j'en parle pas ici, qui a craché, puis je suis devenu product manager chez Artsper, puis chez Welcome, et me voilà Head of Maestro, qui est, comme vous le savez, qui propose des formations d'excellence au product. Hop. Alors, travailler avec des développeurs. Donc là, l'objectif, ça va être, ce que je disais, ça va être de vraiment rentrer dans cet univers-là et d'apprendre un petit peu à travailler avec des développeurs. Juste pour info, c'est vraiment pas une science ce que je vais dire, ce que je vais raconter tout du long. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est des discussions qui sont toujours en cours et qui sont toujours subjectives en réalité. C'est un ensemble de bonnes pratiques que j'ai pu recueillir, ensemble de constats que j'ai pu recueillir par mon expérience personnelle ou par nos discussions ici chez Maestro ou avec d'autres product managers. On va découvrir la culture tech et produit dans une entreprise de type startup ou scale-up, comprendre un peu les relations, les rôles, la dynamique entre les différents membres d'une équipe produit au sens large. J'inclus les développeurs dans une équipe produit. Et puis ensuite finir par un petit mot sur le lexique, sur les outils pour travailler avec ces développeurs. J'ai un ordi qui plante pas mal et si jamais ça plante, et ben, je serai de retour 2 minutes après, donc vous inquiétez pas. Hop, alors. Ouais. Bonne relation humaine avant tout, nous dit Mamoun, pour bien collaborer avec des développeurs, comprendre le besoin utilisateur, persona, comprendre les problématiques tech dans leur globalité, sans que cela n'impacte forcément le fonctionnel. Ok, je suis d'accord avec certaines choses et avec d'autres, j'aurai des challenges à émettre. Donc, qu'est-ce qu'un développeur? Quel est son quotidien? À quoi aspire un développeur? Qu'est-ce qu'une bonne culture tech et produit? On va commencer par ça. On va commencer par essayer de rentrer dans vraiment l'univers du dev et principalement le mindset, ce que représente, ce que veut dire d'être développeur. Donc, un développeur, pour moi, être software engineer, c'est un peu ça. C'est un peu être dans cette situation
constamment, c'est être dans cette espèce de tunnel sombre, froid, où, dans lequel on peut rentrer parce que, parce que dans le quotidien d'un développeur, il arrive souvent que cette personne bug sur une feature, sur une ligne de code, sur quelque chose qui ne fonctionne pas, du CSS, du JavaScript, ne comprennent pas comment mettre quelque chose en place, se retrouvent avec des fonctionnalités qui ont été oversizées. Donc c'est quelque chose on voit souvent, hein, l'image des devs avec leur casque, à bûcher, à être sur Stack Overflow, à demander des conseils, à demander à leur manager. On va passer tout ça en revue, mais c'est un petit peu, si vous voulez garder une image du quotidien d'un développeur, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce tunnel dans lequel on est et qu'il est parfois difficile il est parfois difficile d'en sortir. Donc, pour une entreprise tech, et ça c'est important de le savoir quand on fait du produit, pour une entreprise tech, un développeur, c'est quelqu'un qui vraiment a la charge de construire un de ces deux assets principaux, c'est-à-dire le produit. L'autre asset, c'est la marque, et la marque, en général, elle est portée par les fondateurs, soutenue par l'équipe marketing. Par contre, l'asset principal vraiment d'une entreprise tech, et ça, il faut vraiment le garder en tête, c'est le produit. Et le développeur est en charge de créer ça. Ça va être important. Ça va être important, ça va nous mettre en fait dans un paradigme qui est très présent, encore plus aux États-Unis, de plus en plus en France. Là, cet article date de 2013, et ce qu'il met en avant, c'est le paradigme des développeurs rois. On parle parfois de développeurs diva. Moi, je réfute ce terme et je m'oppose à ça. Par contre, le terme de développeur roi, il est important, et dans la façon, si vous êtes en train de passer des entretiens, ou si vous passez des entretiens de product, souvent, on va vous demander des soft skills vous permettant, qui vont vous permettre de bien collaborer avec des développeurs et surtout de faire avancer une équipe produit au sens large, sans être le manager de cette équipe. Et pour ça, il faut avoir en tête cette punchline du CEO de Neuralink qui nous disait que because you reach more customers, not by doubling the number of salespeople, but by delivering stronger products. Donc en gros, on vend parce qu'on a un meilleur produit, on est mis en avant parce qu'on a un meilleur produit, on a des meilleurs fonds qui viennent chez nous et on peut lever encore plus de fonds parce qu'on a un meilleur produit. Tout part de ça, beaucoup plus que l'attraction et le marketing. Voilà pourquoi ils sont au centre du game aujourd'hui, les développeurs. Alors, cette image, elle peut paraître encore désuète. On peut se demander, oui, qui voit des développeurs, qui les voit toujours comme ça? Je vous assure que c'est le cas dans pas mal d'entreprises tech avec lesquelles je travaille. Je ne parle pas du top 50 des entreprises avec des marques, une marque employeur produit et tech incroyable. Je parle d'autres types de boîtes. Et on voit encore souvent le software engineer comme personne qui va travailler, qui va connecter les imprimantes, réparer le Wi-Fi, les ordis, qui va envoyer sur Slack toute la journée des emojis, qui va être sur des communautés de geeks, qui va être fort en maths, fort en jeux vidéo, et on ne sait pas trop ce que cette personne fait, quoi. Le manque d'empathie dans ces cas de figure est total. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Alors, pour moi, personnellement, quand on parle de développeurs web, moi, je les vois comme des gens qui ont des super pouvoirs, vraiment. Je les vois à la fois comme des personnes qui savent mettre les mains dans le cambouis et qui savent hacker, pas au sens pirate, mais au sens trouver des solutions à des problèmes complexes rapidement. Et en plus de ça, des gens qui savent bâtir des cathédrales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une plateforme web, web ou mobile d'ailleurs, enfin une app, qu'elle soit codée en JavaScript, en full HTML, en Ruby, en n'importe quoi. On parle de documents, concrètement, qui représentent des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de lignes de code. Il y a une infographie que j'aime beaucoup de ce site d'infographie qui nous donne, ce site s'appelle Information is Beautiful. Il nous donne en gros
le classement des sites, des applications web, enfin des plateformes en tout cas technologiques, par nombre de lignes de code. Donc on commence par le petit iPhone game. On voit il y a à peu près 10 000 lignes de code, si je ne me trompe pas. On arrive au million. Là, on se rend compte que Photoshop, bah, c'est 4,5 millions de lignes de code. Chrome, on est à 6,7 millions de lignes de code. Quelque chose comme le Boeing, c'est 6,5. Un langage comme Linux, on est à 15 millions de lignes de code. XP, 40 millions. Facebook, 62 millions. Et Google, on atteint les 2 milliards de lignes de code. Donc, c'est des cathédrales, en fait. C'est des cathédrales, c'est des monuments sur le cloud, dans des serveurs, mais qui n'en restent pas moins des cathédrales qui demandent des dizaines, voire centaines de millions pour bâtir ces infrastructures d'investissement. Hop, je reviens à la presse. Alors, et là, c'est à votre tour, Chatbox Time. Dites-moi, qu'est-ce qu'un développeur pour vous? Comment est-ce que vous voyez cette personne au sein de votre entreprise? On a des bons conseils. C'est Xavier qui nous dit écrire un dico commun pour s'entendre avec les termes utilisés, co-construire les process avec eux, les intégrer à la conception produit, évidemment, bien sûr. Antoine, faire plus participer les devs aux réunions produits, oui, oui. Le grooming est fait pour ça. Même, on peut même aller beaucoup plus loin, aller sur le terrain. Côté product manager, acquérir une culture générale. Yep. Donc, qu'est-ce qu'un développeur pour vous? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur ce groupe French Web. Il y a plusieurs groupes comme ça, tech, sur Facebook. Il y a à chaque fois des posts qui me font marrer. C'est les posts qui nous disent oui, recherche développeur web qui sera associé, qui gagnera 1%, qui ne sera pas payé pendant 1 an et demi et qui dont on a besoin que ce soit un monstre. Et en plus de ça, on ne vous révèle pas le projet parce que c'est un top secret project qui va déchirer. C'est un peu ce qu'on voit à gauche, sur l'écran de gauche. Ça c'est la meilleure façon de vous faire démonter sur French Web. N'allez même pas poster ça sur des groupes Facebook dédiés à des développeurs ou autres que Facebook. Là, vous vous faites assassiner. Par contre, j'aime beaucoup l'approche à droite. Pour le coup, là, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de retours, pas mal de propositions. On est sur quelqu'un qui est assez ouvert sur le profil. Enfin, déjà, c'est une personne qui a beaucoup avancé sur sa marketplace avant de créer une seule ligne de code, donc qui a validé le product market fit, qui a validé le besoin, qui derrière en a fait une belle marque, qui a levé, qui a une énorme vision, qui en plus de ça s'inscrit dans l'air du temps. Crushon, c'est la marketplace vintage, seconde main, éco-friendly, qui en plus de ça est assez ouvert sur le profil, à sa culture, ses valeurs, mais est assez ouvert sur les parts, est assez ouvert sur pas mal de choses et qui a les moyens de rémunérer au moins un minimum quelqu'un qui va travailler comme associé CTO. Et encore, je trouve que c'est un peu agressif, ça reste un peu agressif de demander directement, de poster directement qu'on recherche un associé CTO. Dans son quotidien, un développeur va avoir plusieurs problématiques et on va les passer en revue ensemble. C'est pas exhaustif, mais il y en a pas mal. Donc, il faut savoir que dans une semaine, un développeur va interagir avec des communautés sur Twitch, sur GitHub, sur Stack Overflow, monter en compétences. Parfois, avant même de se mettre sur une fonctionnalité, il y a besoin de lire beaucoup de choses. Aller rechercher énormément d'outils, enfin de librairies, de composants, de choses en ligne qui vont nous permettre en fait d'éviter de réinventer la roue parce que sur des plateformes classiques de type SaaS Marketplace, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites en ligne. Bloquer, c'est ce qu'on disait avec le tunnel, bloquer sur certaines features, pas comprendre comment ça se passe, passer 2 journées dessus, pas savoir d'où vient un bug. Poser des questions sur Stack Overflow, répondre aux questions sur Stack Overflow.
pusher son code sur GitHub. GitHub, c'est une des plateformes les plus connues au monde où les développeurs posent en public ou en privé ce qui s'appelle leurs repositories, c'est-à-dire un dossier qui va contenir tout ou partie du code d'une plateforme, et c'est public ou privé. Et en fait, quand un développeur, il y en a peut-être qui sont familiers avec ça, mais quand un développeur travaille sur une fonctionnalité, il travaille sur une partie du repository global de la plateforme, qu'on appelle le master, et au moment où il termine de coder sa fonctionnalité, il doit fusionner, merger son travail avec ce qui est fait sur la plateforme, c'est-à-dire avec le master. Et souvent, quand on merge, pour plein de raisons, il y a des conflits. Et ces conflits-là, je vous assure que quand on met une fonctionnalité en merge, on a passé 3 heures à coder la fonctionnalité, on passe 3 jours à résoudre les conflits derrière. Demander des clarifications aux designers et aux product managers, ça c'est un grand classique. Pendant un sprint, encore pire. Gagner du temps quand on pose la question quand est-ce qu'on ship cette fonctionnalité. Pas comprendre et avoir assez chaud quand la plateforme elle est down ou qu'il y a un bug sur des choses assez critiques du type le paiement. S'occuper du SEO, surtout dans les petites startups, parce qu'il n'y a personne qui sait gérer ça. Passer son temps aussi à défendre ses choix techno et sa roadmap techno. Optimiser ses outils, optimiser ses process. Bien sûr, il y a la partie code, hein, modélisation de base de données, architecture de base de données, les API, enfin, il y a aussi tout ce qui est code en front-end, et le front-end, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran, hein, par opposition au back-end, qui est toute la structure, la hiérarchie d'informations, de base de données d'une plateforme. Donc le front-end, c'est hyper difficile à gérer. C'est hyper difficile à gérer, et souvent sur des applications assez lourdes, assez complexes, on n'a pas forcément de développeurs qui sont dédiés au front-end. On utilise des gens qui sont plutôt des archis ou des back-end développeurs, et forcément, ils vont galérer sur du CSS ou du JavaScript. Et surtout aussi, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est l'éternel conflit entre des cofondateurs ou des product managers qui veulent que ça aille vite et des développeurs qui veulent que ça aille bien. C'est-à-dire qu'ils veulent écrire des bonnes pratiques, écrire des tests unitaires ou autres bonnes pratiques pour, évidemment, éviter tout ce qui va être dette technique dans une application, sur une application, et qui va se payer. Une dette, ça se paye toujours. Donc les difficultés sont omniprésentes, hein. Le fait de livrer une fonctionnalité, c'est plus l'exception que la règle. Et donc ça, tout ce bloc-là, il me paraissait vraiment utile à mettre en avant, parce que ça nous met un petit peu dans la tête d'un développeur. Alors, très important aussi, c'est de savoir à quoi aspire quelqu'un qui code. À quoi aspire un développeur? Un développeur aspire déjà à travailler sur des sujets hyper intéressants. Et on ne parle pas forcément de sujets qui vont sauver la planète ou réduire des gros problèmes de services publics ou d'éducation. Je sais pas, un sujet, une vision d'un produit comme celui de Content Square, par exemple, qui sont dans le data marketing, elle est géniale. Elle est géniale, et c'est une big vision, et tu as pas mal de développeurs qui vont vouloir bosser dessus. Surtout, c'est ce que disait Antoine, je crois, vous aviez être impliqué dans le processus de réflexion bien en amont, dès la discovery. Éviter, voilà, on n'est vraiment, vraiment pas du tout dans le contexte de développeurs à qui on peut balancer des specs et dire, bon, bah voilà, tu me codes ça pour dans 2 semaines. Avoir un impact positif sur ses utilisateurs aussi, très important. Ils sont vachement, vachement sensibles. Il y a une certaine fierté, hein, quand on sait que tel utilisateur a réussi tel ou tel use case, qu'on a apporté de la valeur à telle ou telle personne. Il y a une vraie fierté. Travailler dans un environnement sain aussi, on va revenir dessus lorsqu'on parlera de culture produit. Apprendre en continu, c'est hyper important, même pour des développeurs seniors, c'est hyper important. Apprendre, échanger avec la communauté.
voilà, travailler sur un side project dans le domaine de la musique. Tous les devs veulent travailler sur un side project dans le domaine de la musique. Ou en tout cas, je vous parie que 50% des devs que vous recruterez ou avec qui vous travaillerez voudront faire un side project dans le domaine de la musique. Ça, c'est vraiment une constante, quoi. Et évidemment, le bien gagner sa vie. Et celui-là, il est important aussi. Bien gagner sa vie. Alors, en parlant de culture, tech et produits, Chatbox Time, est-ce que vous pouvez me parler de culture tech et produits? En tout cas, essayez de me la définir, essayez de me dire qu'est-ce que c'est que pour vous la culture tech et produits? Certains devs sont aussi très tech-oriented, ils veulent tester toutes les nouvelles solutions tech sans nécessairement penser user first. Oui, Charles, c'est ton rôle. C'est ton rôle en tant que product manager d'orienter de recruter des développeurs qui ont quand même un état d'esprit produit, et deux, d'orienter ces développeurs sur des problématiques très concrètes d'utilisateurs, mais aussi, trois, de donner un espace de liberté, entre guillemets, à des développeurs pour pouvoir s'amuser, apprendre, hacker certaines choses, tester certaines choses. Comme chez Google, par exemple, c'est assez connu, où ils donnent 20% de leur temps à des développeurs, enfin un jour sur 5, pour pouvoir travailler sur des projets annexes qui, bien sûr, servent à Google et dont on sait aujourd'hui d'où sont sortis, enfin, on sait aujourd'hui des produits comme Google Maps, comme Gmail. Alors, la culture tech et produit. Qu'est-ce que c'est que la culture tech et produit? N'hésitez pas à le mettre. Moi, je vais vous donner ma définition, encore une fois, hein, c'est sorti de mon opinion. C'est pas gravé dans le marbre. Culture tech et produit. Donc, alors déjà, il y a un lien que vous pouvez checker qui date un petit peu. Ça concerne Spotify et c'est trouvable sur YouTube, c'est en deux parties. La Spotify Engineering Culture, ça date un peu, et même Spotify ont communiqué, en fait ça a tellement cartonné ce truc que même Spotify communique régulièrement aujourd'hui sur comment ils ont évolué depuis le temps et comment ils ont changé. Et il y a pas mal d'évolutions entre la méthode Spotify aujourd'hui et la méthode Spotify qui date de 2012-2013 et des méthodos aujourd'hui comme ceux de ShapeUp qui changent vachement la façon de travailler, quoi. Alors, la culture tech et produit, bon, je vais aller directement sur cette slide. La culture tech et produit, pour moi, c'est un ensemble de pratiques, de bonnes pratiques, en fait, qui relèvent soit des people, soit des process, soit des produits, soit du produit. Comme ça que je la définis. La culture produit, par exemple, côté people, ça va être l'importance de, ce dont on parlait, Charles, l'importance de recruter des gens qui sont très très forts dans leur domaine et qui sont user first. L'important d'être drivé par une mission et pas seulement par le fait de faire une IPO. L'importance d'avoir zéro ego, d'installer une culture du zéro bullshit, surtout avec des développeurs hyper allergiques au bullshit, les développeurs. L'importance de travailler avec plusieurs équipes, en fait, plusieurs impact teams qui ne sont pas forcément que des squads produits sur des OKR très particuliers. L'important de partager du leadership et partager la réussite, tout comme partager les problèmes et les échecs. Et le fait de se dire que la confiance, par défaut, est toujours beaucoup plus importante que le contrôle. Par défaut, dans une boîte tech, normalement, on vous fera confiance. Bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, mais dans ce cas-là, franchement, fuyez-les, parce que par défaut, dans une boîte tech, et parce que le produit n'est pas une science exacte, voilà, on a beau faire de la user research tant qu'on veut ou de la discovery tant qu'on veut, il restera toujours cette part de risque ou d'incertitude lorsqu'on lance une fonctionnalité ou un produit. Par défaut, il faut avoir confiance. Côté process, donc l'agilité, et l'agilité, ça ne veut pas dire Scrum, il y a plein de façons de faire de l'agilité. Le fait d'être hyper autonome, le fait de, ce que je disais, de faire des erreurs assez rapidement et lancer des choses assez rapidement et pas attendre la dernière minute ou pas attendre d'avoir toutes les cartes en main.
Le fait d'aligner les écosystèmes aussi, ça c'est de plus en plus, on voit émerger ce rôle de Product Ops, qui est un rôle vraiment fait pour ça, quoi. Aligner les écosystèmes, les méthodos et les outils au sein d'une équipe produit au sens large. Donc, en gros, la vision business qui est alignée avec la vision produit, qui est alignée avec plutôt la mission de la boîte, qui est alignée avec la vision business, avec la vision produit, avec la strat, avec les OKR, avec les épiques, avec les fonctionnalités. C'est ça qui crée du focus et qui fait avancer le Schmidt-Blick. Côté produit, le fait de se dire que les problèmes sont beaucoup plus importants que les solutions. Des product managers, c'est un peu comme des philosophes, c'est des gens qui cherchent des problèmes avant toute chose. Le fait de se dire que l'impact est beaucoup plus important que la mise en production de fonctionnalités, le fait d'être data-driven plutôt que opinion-driven. Les product managers drivés par l'opinion, ils font vraiment pas long feu généralement. Le fait de donner un temps pour hacker aussi, ce qu'on disait tout à l'heure avec Google, et le focus sur les clients et les utilisateurs. Ça pour moi, c'est des exemples d'attributs des 3 domaines les plus importants quand on parle de culture produit, qui sont les people, les process et le product. D'ailleurs, j'ai cette citation de Ben Horowitz, qui est un auteur et un venture capitaliste et un entrepreneur assez connu, qui dit Keep improving the people, the process and the product in this order, dans Hard Things About Hard Things. Et ce bouquin, je vous le conseille, mais genre 1000 fois, si vous êtes product manager ou entrepreneur. Il parle beaucoup de ses échecs, ses réussites. Il développe à mort cette notion de people, process et product. Et c'est dans ce livre qu'on a le fameux passage sur good product manager, bad product manager, qui est resté d'actualité, je trouve. Alors, je n'ai pas précisé aussi, hein, mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je serais ravi d'entamer une discussion là, avec vous. N'hésitez vraiment pas. Alors, en France, j'ai essayé de compiler un petit peu, de regarder autour de moi quelques exemples de scale-up où la culture produit telle que je la définis est en phase avec ce que je trouve comme étant une excellente culture produit. Peut-être que vous en avez d'autres. Et j'aimerais bien vos avis sur la chatbox, dans la chatbox, d'exemples d'entreprises avec une belle culture produit en France. Alors, je mets Malt, Drivey, maintenant Getaround, Algolia, ManoMano, Doctrine et Baneos. On se rend compte que toutes ces entreprises, quasiment toutes, sont montées par au moins un des cofondateurs qui a un vrai sens du produit et un cofondateur ou un cofondateur ingé, développeur. En fait, on est sur des entreprises qui limite lead la réflexion produit en France. Vont beaucoup plus loin que juste instaurer une culture produit, testent énormément de choses. J'aurais pu mettre une entreprise tech comme Miro, par exemple. Et je vais vous donner un exemple. Miro, il y a 2 ans, quand on le pouvait encore, ont arrêté de faire des meet-up et ont instauré cette notion de meet and beer, où ils se sont dit, et je trouve ça très très juste, ils se sont dit, wow, les meet-up c'est très très bien. Mais par contre, c'est un peu une relation one-to-n avec quelqu'un qui parle et le public qui écoute. Et du coup, c'est pas forcément optimal, pas forcément marrant pour les deux. Et ils ont voulu plutôt faire des événements où le principe, c'est de regrouper des équipes, des départements de chacune de Miro et d'une autre boîte. Donc, ils ont rencontré par exemple Deezer ou ManoMano. Et l'idée, c'était de faire rencontrer la team produit de ManoMano avec la team produit de Deezer, le temps d'une soirée, beer and meat avec des pizzas, et d'échanger sur leurs problématiques communes, sur leur organisation, leur strat, créer un petit peu des bonnes pratiques au hasard des choses. Chercher le mot, je crois que c'est sérendipité. Et il y en a plein d'autres. Hein. Si vous avez d'autres noms d'entreprises tech avec des belles cultures produits, je suis assez preneur. Alors, on arrive à la part B. Rôle et relations au sein d'une équipe produit et tech. Alors, rôle et objectif du product manager, je ne vais pas m'attarder dessus.
Je vais pas m'attarder dessus. On a fait un webinaire la semaine dernière qui est disponible en ligne d'initiation au product management, qui est disponible sur notre site web. Par contre, on va parler de l'organisation d'équipe et aussi des do's and don'ts. Alors, bon, un petit mot quand même. Au sein d'une squad ou d'une équipe produit, au sens large, vous allez trouver plusieurs types de personnes, en fait, vous allez, de fonctions. Et plus il y aura une certaine maturité dans le produit, plus ces fonctions vont être divisées, plus l'équipe sera petite, et plus ces fonctions seront concentrées, enfin les fonctions produits pour le product manager, les fonctions dev pour les développeurs, ainsi de suite. Mais si on divise un petit peu les rôles, on a au sein d'une squad, il faut savoir que aussi, même chez des Blablacar où la maturité produit est grosse et ils ont 15 personnes comme product manager, il doit y avoir 3 ou 4 UX researchers, des product designers, etc. Même dans ces boîtes-là, la répartition des rôles, en réalité, est à géométrie variable, elle n'est pas... le scoping n'est pas ultra délimité, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du product design va faire de la discovery, va évidemment faire de la discovery, tout comme un UX researcher, tout comme quelqu'un qui fait du product management, tout comme quelqu'un qui est data scientist. Tout le monde d'une façon ou d'une autre, va faire de la discovery sur une problématique. Tout le monde va mettre les mains dans le cambouis pour prototyper, pour tester, pour la répartition des rôles. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, on a quand même quelques axes forts pour les products. L'idée, c'est d'être un peu garant de la valeur ajoutée au produit, quoi. Du fait que le produit crée de la valeur pour l'entreprise, pour ses clients, pour ses utilisateurs. Et du coup, ça va passer par énormément de choses, soit la priorisation la discovery, la priorisation des problèmes, la priorisation des solutions, l'alignement des écosystèmes, la façon de travailler ensemble, la documentation. Enfin, vous savez, hein, on est sur un métier de mouton à 5 pattes. Scrum Master, on en voit dans des organisations, on en voit de plus en plus. C'est un peu la personne qui va être garante de la façon de travailler, en fait, des méthodes de travail au sein d'une équipe, au sein d'une squad, hein, au sens large, et du bien-être. Son KPI principal, il va avoir plusieurs KPI, mais on va retrouver le taux de rétention, par exemple, des éléments importants, enfin des personnes importantes au sein d'une équipe produit. On va retrouver également la vélocité de cette équipe. Product Marketing Manager, un métier vachement recherché, enfin qui monte de plus en plus. On en a vraiment de plus en plus besoin, surtout dans les scale-up. Et si vous vous posez, si vous êtes profil marketing et que, voilà, ou en tout cas, si vous avez des affinités avec ça et que vous voulez toucher un peu plus au produit, posez-vous la question, vraiment allez voir, on a fait un super webinaire, il est en ligne, avec l'une des meilleures product marketing qui bosse chez Spendesk, qui s'appelle Claire Boisseau. On est sur un rôle un peu qui accompagne le produit, dans le sens où on va beaucoup faire de la discovery au niveau du marché, au niveau des utilisateurs, et on va beaucoup accompagner le lancement des fonctionnalités. Le lancement le go-to-market, le lancement, les tests, les éléments de langage à échanger avec les équipes marketing, l'emailing, les éléments de formation aussi pour les équipes sales. Donc, c'est quelque chose que fait quelqu'un, product manager, quand on n'est que 15 à 50. Au-delà, on a vraiment besoin d'un product marketing. Quelle différence entre un product marketing manager et un lead product, voire CPO? Est-ce que tu voulais dire entre un product manager et un lead product, ou vraiment un product marketing manager et un lead product? Parce que vraiment, on est sur deux fonctions. Enfin, pour le coup, les lead product et les CPO,
On est un peu sur des postes de niveau de seniorité dans le product management plus élevé. Et le product marketing a aussi sa trajectoire de carrière avec des postes un peu plus élevés. Il y a aussi des head of product marketing, des CPMO maintenant. Et la différence principale entre lead et CPO, pour moi, c'est cette idée selon laquelle quelqu'un qui va leader un produit va être hyper autonome, en fait, va être limite un entrepreneur, en fait, sur son scope produit ou sur sa team, et va leader le produit et surtout la partie discovery du produit. Tandis que quelqu'un qui est CPO, là, on a quand même des notions de management, on a de la strat, on définit la vision et la strat produit au sens vraiment global, au sens dans 1, 3, 5 ans, ce que ça doit devenir. On recrute, on vire, on établit une culture produit. On est sur un poste beaucoup plus politique. On rencontre les investisseurs, on organise l'équipe produit, on fait des one-one avec tout le monde. Enfin, c'est un poste de papa dans le product management. D'ailleurs, il y a une asso qui s'appelle French CPO, qui a 3-4 mois, je pense. Et il y a du très beau monde et ils font du mentoring de product manager. Je crois que c'est 20 € pour avoir accès à un mentor, je ne sais pas combien de temps. Et en fait, tous les fonds sont versés à une association derrière. Et il y a vraiment du beau monde, donc n'hésitez pas à regarder sur French CPO. UX designer, donc on est sur quelqu'un qui va faire de la user research principalement et des user tests. Et ça, c'est précieux, c'est très très précieux le poste du UX designer. Il y a une vraie, moi, ce qui m'a toujours le plus frustré quand j'ai fait du produit, j'en ai fait pendant 5 ans, ce qui m'a vraiment frustré, c'est d'être ultra chargé par le day-to-day, par toutes les tâches, par tout ce qu'il y a à faire vraiment, et d'avoir un peu moins de temps pour la user research. Et alors que ça peut paraître être un peu du temps perdu, mais en réalité, c'est ce qui fera gagner énormément de temps, c'est ce qui apportera énormément de valeur à un produit, la user research. Et d'ailleurs, nous, on lance une formation autour de ça très bientôt. L'UI designer. Donc, bon, généralement, ça va ensemble, UX, UI, et maintenant, on parle de product designer. Notre formation, justement, elle est autour du product design, et on est sur des profils qui vont beaucoup plus loin que juste l'UX ou l'UI, qui vont vraiment, qui gèrent tout le scope de product design, du scoping d'un problème jusqu'à la mise en prod et au test et au testing, et qui accompagnent vraiment beaucoup le product manager là-dessus. Par contre, si on reste sur juste la définition d'un UI designer, on est sur des gens qui vont travailler beaucoup sur les wireframes, sur les maquettes. En gros, être un peu créer le design system aussi d'une plateforme, d'une startup, et être garant de la cohérence de ce design system. On a des développeurs ensuite front. Donc, on va créer l'interface du produit, ce que vous voyez, vous, quand vous êtes devant votre ordi. Back, on va créer les logiques métiers, les rouages, ce qui se passe derrière. Des full stack, c'est un peu ce qu'ils font les deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des Beyoncé, des Frida Kahlo. Je me rends compte maintenant, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. DevOps, très très important. Là, on est sur des gens qui vont mettre en place des tests, qui vont être les garants des systèmes de mise en production, du rollback sur un site web, sur une plateforme. Et CTO, bien sûr, garant de la roadmap technique, participe beaucoup à la roadmap produit, aux choix techniques, manage, forme, coach. Et tout ça, tout ce petit beau monde travaille normalement sur un workflow agile où d'abord on fait de l'idéation, de la discovery, on collecte de la donnée, ensuite on travaille sur le design, on travaille avant de passer ça en développement, en testing, en stratégie de marketing produit, et en recueil et en itération et test derrière. Et ça, c'est des cycles agiles. Aujourd'hui, la plupart des entreprises tech font des sprints de 2-3 semaines sur ShapeUp. On va faire un meet-up sur ShapeUp la semaine prochaine parce que c'est hyper intéressant ce qu'ils proposent comme façon de faire de l'agilité. Et là, on est sur des cycles beaucoup plus longs de 6 semaines.
Alors, les 12 et les don'ts dans la relation product dev. Est-ce que vous pourriez mettre des 12 et des don'ts entre product et dev, enfin, lorsque vous êtes product, des 12 et des don'ts lorsque vous collaborez avec des devs dans la chatbox? Alors, premier 12, que je trouve, l'une des choses que je trouve les plus importantes, c'est de partager l'ownership. Partager l'ownership, ça veut dire impliquer vraiment très très tôt ses développeurs. La phase de grooming est faite pour ça, normalement. Le grooming, c'est une phase en gros de l'agilité, de façon Scrum, où vous allez travailler avec des développeurs, avec des designers sur les prochains projets, enfin sur les prochains épiques. Vous allez commencer un petit peu à nettoyer le terrain en parlant des contraintes, en parlant des choses sur lesquelles, voilà, qui sont à prioriser sur les anciens sprints, de la legacy, de ce qu'il y a, de toutes les choses qui vont entourer votre projet. Maintenant, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que le grooming, c'est bien, mais qu'on a besoin d'impliquer les devs beaucoup plus tôt dans la phase, bien en amont, même dans la phase de discovery, voire dans la phase de user research. Il y a des scale-up qui font ça très, très bien. Je sais que chez Malte, ils font ça. Ils impliquent les développeurs dans la user research. Ils les font venir physiquement à des tests en groupe ou à des tests individuels. Ils leur envoient des maps, des heatmaps de comment, ou des vidéos de comment le produit est utilisé. Et c'est quand on arrive à creuser comme ça et qu'on arrive à vraiment, vraiment, vraiment impliquer des développeurs dans le produit, pas seulement pour trouver des idées et répondre à des problèmes, mais aussi pour être hyper empathique et se familiariser avec comment des utilisateurs interagissent avec un produit. Charles qui nous dit « c'est impossible » n'est pas une réponse. Donc, donner des feedbacks aussi après le lancement de fonctionnalité. Donner des feedbacks aux devs, ils adorent ça. Des feedbacks sur comment une fonctionnalité a été utilisée, est-ce que ça a fonctionné ou pas, pourquoi, quels sont les retours. Créer un environnement, bien sûr, où les devs sont force de proposition et fixer des objectifs aussi. Les deadlines, c'est la partie tech qui les fixe. Et ça vraiment, pour être excellent en product management, c'est un truc qu'on a besoin d'avoir en tête, c'est que pour les deadlines, ce sont les développeurs qui les fixent. Vous jonglez avec ces deadlines. Vous priorisez. Deuxième do, construire sa crédibilité. Le poste de product, surtout au début, surtout quand vous l'exercez soit pour la première fois, soit quand vous rentrez dans une boîte, surtout en tant que premier PM de cette boîte, vous avez besoin de gagner de la confiance. Vous avez besoin de gagner de la confiance. Il y a cette phase d'observation. Vous posez des questions à tout le monde. Pour gagner de la confiance, vous avez besoin d'être hyper empathique avec votre équipe et de savoir justifier les choix. Même s'ils ne sont pas bons, même si ça s'avère être voilà, peut-être pas le bon choix, savoir les justifier, quoi. Donc, informer vraiment par de la data, quali, quanti, connaître très très bien ses utilisateurs, connaître très bien son marché, connaître très bien son produit, être présent. Moi, on me demande souvent, est-ce que le full remote pour être un product manager, est-ce que c'est bien? Oui, bien sûr, mais sur les 3 premiers mois, quand vous commencez un job, quand vous êtes en phase d'observation, pour gagner cette confiance, vous avez besoin d'être présent. Il y a des choses qui sont très difficiles à retranscrire en full remote. Et les one-one, au-delà de toutes les cérémonies agiles que vous pouvez mettre en place, de toutes les bonnes pratiques, du refinement, des rétros, des améliorations, des itérations, tout ça ne remplacera jamais les one-one que vous pouvez faire régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois avec votre équipe, juste pour parler comment ça va et comment se passe le taf et comment ça va la vie à côté de tes projets, machin, ton side project sur la musique. Juste, voilà, juste pour vraiment nouer des connexions et pour se soutenir, quoi. Valoriser les devs. Faites ça, vraiment, faites-le.
J'attends vos 12 et don'ts aussi dans la chatbox. Valoriser les devs, valoriser le travail des devs. Nous, on avait une cloche chez Artsper. Chaque fois qu'un développeur mettait en prod une fonctionnalité assez complexe, on allait sonner cette cloche. Et tout le monde applaudissait dans la boîte. Bon, ça va un peu loin, mais tout ça pour dire il y a des techniques pour valoriser les devs. Ça peut être du Slack, ça peut être des newsletters. Ça peut aussi être le fait de... vous savez, il y a ces All-Hands Product ou Meeting Product avec toute la boîte où on donne nos avancées côté produit. Faire participer les devs, leur faire prendre la parole là-dessus, et pas seulement sur le côté tech, mais vraiment sur le côté produit, sur ce qui a été mis en place et pourquoi, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Tout le monde est responsable du produit dans une boîte tech, vraiment tout le monde. Posez beaucoup de questions aussi. Moi, il y a des fois où je m'asseyais à côté des devs, juste pour voir comment est-ce qu'ils codaient, comment est-ce qu'ils mettaient ça en place, qu'est-ce qu'ils allaient chercher, vraiment par curiosité, quoi. Posez beaucoup, beaucoup de questions, intéressez-vous beaucoup à cette culture-là, essayez vraiment de rentrer dedans, de créer de l'empathie, et protéger les équipes de dev aussi. Protéger les équipes de dev parce que, surtout dans les boîtes qui sont très culture business, on pose toujours la question, et pourquoi on ne peut pas faire ça, et quand est-ce qu'on fait ça, et quand est-ce que ceci sort, et blablabli, et blablabla. Vous avez besoin de protéger et d'encaisser et protéger vos équipes voilà, manage expectation, savoir dire non. On a fait un webinar aussi dessus. Communiquer beaucoup, déjà avec les devs. Donc déjà, la base, quand vous envoyez des specs à des devs, il n'y a plus de place au détail avant le début d'un sprint. Quand on est en sprint planning, il n'y a plus de place au détail. Vous avez tous les critères d'acceptation, vous avez les user stories fines, vous avez les story points, vous avez les maquettes, vous avez tout. En externe, communiquer aussi sur les avancées, sur les accomplissements, les blocages aussi de l'équipe tech et produit. Et communiquer, je le disais un peu plus tôt, sur comment le produit est utilisé par des clients à des développeurs. Voilà, rendre sa team hyper fière. Ça, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Hyper fier d'avoir travaillé sur un produit, d'avoir shippé telle fonctionnalité, d'avoir apporté de la valeur. Quelques KPI aussi sur la relation dev-produit. Il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez bosser. De base, il y a tout ce qui est vélocité. Donc, en gros, la vélocité, c'est pas la vitesse à laquelle vous allez, c'est le nombre de story points qu'une squad est capable de shipper en un sprint. C'est-à-dire que au début, quand vous commencez dans une équipe, vous testez un petit peu, vous définissez ce que c'est qu'une fonctionnalité qu'une user story qui vaut 1 point, 3 points. On utilise la suite de Fibonacci dans le poker planning. Et qu'est-ce que c'est qu'une user story qui vaut 1 point, 3 points? 1 point, c'est 0,5 points, c'est un changement de texte. 1 point, c'est il y a un peu d'HTML à mettre en place, un bouton à mettre en rouge. 3 points, là, il y a une petite logique un peu JavaScript, il faut aller chercher une petite librairie. 5 points, bon, là, ça commence à être gros. Il y a du gros back-end ou un algo à mettre en place, j'en sais rien. Et vous vous rendez compte que sur un sprint, vous pouvez caler. Au début, vous allez être optimiste, vous allez dire, oh, sur un sprint, je peux caler 60 points. En réalité, à force de tâtonnement, vous allez vous rendre compte que pour pouvoir le faire et le faire bien sans legacy tech ni legacy produit et pas survendre et manage expectation, vous allez plutôt être à 28, 32 points, quoi. Donc 2 fois moins. Le taux de rétention des développeurs, de plus en plus des product managers sont incentivés là-dessus, surtout les bons développeurs. Le monthly mentoring time aussi, pour établir cette culture du mentoring au sein d'une boîte. Le Net Promoter Score côté stakeholder, côté client, mais aussi côté stakeholder. Ça, c'est les boîtes, il y a de plus en plus de boîtes qui font ça, qui demandent le NPS en interne. Et puis, les KPI classiques de votre squad sur lesquels absolument tout le monde a besoin d'être incentivé. Si vous êtes incentivé sur de la rétention, tous les devs de votre squad doivent savoir que toute l'équipe est incentivée sur de la rétention. Les don'ts, charger l'équipe de dev plus que de raison, hein, leur mettre 60 points alors qu'un sprint vaut 35. Pensez qu'on manage les devs alors qu'on manage le produit, évidemment. Si vous pensez que vous managez les devs, vous allez sauter très, très, très rapidement. Faire des hypothèses techniques, hein, dire non, mais ça, c'est impossible, comme tu dis, Charles, ou ça, c'est vraiment un peu complexe, ça, c'est facile. Vas-y, on utilise PHP là-dessus, on utilise l'API de la librairie. Non, enfin, ça, c'est vraiment le travail des devs. Par contre, ça ne vous empêche pas de comprendre, évidemment,
Repousser la résorption de la dette technique aussi. Toutes les plateformes ont de la dette technique et d'une manière ou d'une autre parce que le langage a évolué, parce que il y a tel ou tel cas dont le test ne passe plus. Pour plein de raisons, vous avez de la dette technique et en fait, cette dette technique, vous avez envie d'avancer sur le produit, vous avez envie de shipper, de mettre en place des trucs, mais cette dette technique, il faut la résorber aussi. C'est toujours voilà, des choix, une priorisation en fait assez fine à faire entre les deux. Dans les dons également, ouais, revenir sur une user story pendant un sprint, le fameux ah oui mais en fait on ne veut plus faire comme ça, on veut faire comme ça. Ça vraiment, vous le faites une fois, vous allez énerver votre équipe, 2 fois, vous allez l'agacer, 3 fois, là on va commencer à se poser des questions. Et en fait, c'est différent d'être dans la position où vous allez placer une urgence au sein d'un sprint. Là, on est sur autre chose. Placer une urgence au sein d'un sprint, c'est quelque chose qui peut se comprendre, surtout que quand on a un gros problème urgent au niveau du paiement, encore une fois, ou je ne sais pas, une énorme actualité. Il y a des produits qui sont très réglementaires, en fait, très réglementés, et voilà. Et la CNIL a dit que le RGPD devait être mis en place après-demain. Bon, ben, on se tape tout ce qu'on fait, on fait ça. Mais par contre, revenir sur une user story au cours d'un sprint, là, il faut avoir vraiment une sacrée bonne raison pour pouvoir faire ça. Et de ne pas savoir faire confiance aussi. Le fameux ne pas savoir faire confiance, le truc où, ouais, ça, je l'entends tellement. J'apprends à coder pour pas que les développeurs me bullshit. Ça, c'est pas le spirit, quoi. C'est pas le spirit, les gars. Faut pas. Donc, l'estimation du temps qui tourne à la négociation. On n'est pas à Rungis. Je plus sois tellement ça. Bien sûr, on n'est pas à Rungis. On sait ce que vaut, on a mis en place, mais ça, c'est parce que dès le départ, c'est pas défini en fait. Et ce que un point, on s'est pas mis d'accord sur les termes du contrat, quoi, sur ce qu'il y a derrière un point, ce qu'il y a derrière 3 points, ce qu'il y a derrière 5 points. Et là, ça crée du marchandage de fruits et légumes, effectivement. Alors, il nous reste 4 minutes. Du coup, il y a des choses qu'on va skipper, des choses qu'on va garder. Hop, sur les skills, on va les garder. Donc, skills numéro 1, savoir se passer des développeurs. Pour pouvoir mieux collaborer, ces skills, ça, c'est ce que je vous recommande pour pouvoir mieux collaborer avec des développeurs. La première chose, c'est savoir se passer de développeurs. Ça ne veut pas dire savoir coder, ça veut dire avoir ce mindset un peu hacker, savoir faire du no-code, comprendre pas mal de choses dans la tech. Voilà, mettre en place certaines choses, mettre les mains dans le cambouis au niveau du site, s'il y a besoin au niveau du SEO, savoir se passer au maximum des développeurs. Apprendre à coder, pas besoin. Honnêtement, moi, mon avis, il est tranché là-dessus. J'ai mis longtemps à me faire une opinion un peu radicale là-dessus, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de coder pour être excellent product manager. Je pense qu'on a besoin de connaître les notions de la tech, tout comme on a besoin de connaître des notions de marketing, des notions de data ou de user experience. Des notions de tech telles que les API, comment le web fonctionne, c'est quoi une base de données, comment ça fonctionne entre elles, comment est-ce qu'on design une architecture de site à partir d'une idée, c'est quoi des modèles comme MVC, c'est quoi le CRUD. Nous, on a construit un cours de tech qui dure 3 jours sur Maestro qui est dédié complètement à ça. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre les contraintes, comprendre les problématiques et savoir voilà, se mettre à la place des développeurs. Troisièmement, s'intégrer aussi au workflow des développeurs. La première chose pour s'intégrer au workflow des développeurs, c'est savoir écrire des user stories. Les user stories, c'est concis, on y apporte énormément de contexte, des écrans, du prototype, on y apporte des contraintes, des critères d'acceptation, des objectifs, et surtout on la décline à tout ce qui peut être décliné, en gros à sa liste de contrôle. Donc, une user story, ça vaut pour différents types d'écrans, différents types de navigateurs. Il y a des API à mettre en place, il y a de la RGPD, il y a de l'internationalisation, il y a plein de choses qui vont autour d'une user story. Ça ne s'arrête pas en tant que utilisateur, je veux pouvoir. Ça va tellement plus loin. C'est de quel utilisateur on parle, de quelle version on parle, est-ce que tu as les copies d'écran, enfin, il y a plein de choses. Deuxième chose, savoir travailler agile aussi. Savoir travailler agile avec des développeurs, c'est super important. Et l'agilité, c'est des méthodes, c'est aussi beaucoup une question de culture.
Le lexique, on ne va pas avoir le temps d'aller là-dessus. Les outils, on va peut-être terminer par les outils, il reste 2 minutes. Vos outils principaux, là, vous pouvez peut-être me les mettre. Vos outils principaux pour pouvoir travailler avec des développeurs. Je vais vous donner ma liste d'outils. GitHub, évidemment. GitHub, évidemment. Apprenez à travailler avec GitHub. Apprenez aussi... le must, vraiment le must, c'est de créer justement, c'est d'éviter Jira, enfin pour moi en tout cas, et d'utiliser plutôt GitHub comme outil de backlog. Trello, évidemment, bien sûr. Trello, magnifique, une invention de génie. Webflow pour coder assez rapidement des sous-parties du site ou tester des fonctionnalités, tester des propositions de valeur rapidement. Bubble pour aller encore plus loin dans la logique back-end. Metabase pour tout ce qui est Product Analytics. C'est dommage qu'ils étaient en gratuit pendant longtemps et là maintenant, ils price. Mais c'est vraiment un des plus puissants outils de Product Analytics que j'ai jamais utilisé, c'est charmé. Notion, bien sûr, pour tout ce qui est documentation, knowledge management. Oubliez Confluence, là, l'outil de documentation de Jira. On s'est peut-être rattaché à Jira directement, mais franchement, c'est tellement pauvre, alors qu'à côté d'un Notion. Whereby pour pouvoir faire des mini-confs bien meilleurs que Skype, pour pouvoir faire, ou que Google Meet, où vous n'avez pas besoin de Zoom. Si vous voulez être moins que 4 sur une room, vous avez Whereby, et ça ne lag jamais. Forest Admin, pas besoin d'un développeur pour avoir un back-office aujourd'hui. Vous avez Forest Admin, excellente startup de eFounders. Ça, c'est toute votre admin de départ. Aujourd'hui, vous pouvez créer une plateforme géniale avec Bubble, Webflow et Forest Admin aujourd'hui. Vraiment. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait Comet. Ils ont fait ça pendant 1 an. Et ils ont fait 500 000 € de chiffre d'affaires avec ça. Teams. Très bien, Teams. Algolia pour la search. En gros, un site web aujourd'hui, enfin une plateforme basique. Pas besoin de réinventer la roue. Il y a des services qui existent un peu partout, et pour la search, Algolia, ça reste quand même le must, surtout quand on a des volumes de données assez gros et qu'on a des logiques de fonction algorithmiques assez complexes à mettre en place. Product Board, moi j'aime vraiment beaucoup Product Board pour le product management en général. Voilà, si vous deviez retenir quelque chose d'aujourd'hui, donc déjà, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas à me mettre entre 0 et 5, s'il vous plaît, et à me dire votre opinion sur ce webinaire, si vous avez appris des choses ou si c'était, je ne sais pas, trop simple. Key takeaways du jour, travailler avec des devs, ça commence par vraiment une super culture. Voilà, en termes de soft skills, vous allez vraiment développer cette culture-là, développer l'empathie, développer la communication. C'est des choses qui ne sont pas innées. Vous avez besoin de les développer. En termes de hard skills, les notions autour de la tech, autour du no-code, autour des bases de données, des API. Voilà, ce mindset de hacker, c'est ce qui va faire de vous de meilleurs product managers. Et oui, si vous voulez aller plus loin sur ce mindset développeur, collaboration entre dev et produit, alors je vous ai mis pas mal de trucs. En priorité, Rework, vraiment. Rework, le bouquin de Basecamp. Et en seconde priorité, la série Silicon Valley. Matez cette série, elle est géniale. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Et bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.